matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, donc je vous l'ai dit, on va parler de ce projet étrange qui a l'air de nous pousser toujours plus vers la mort, de l'IVG à l'euthanasie, finalement, du début à la fin de la vie. Et en plus, comme nous sommes jeudi saint, eh bien, il était important de parler de ces sujets. Je suis très heureuse de recevoir Éric Mercier, bonjour. Bonjour, Et bonjour Clémence. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes infirmier, ancien pompier de Paris, je le précise, spécialiste en hémodialyse dans les soins palliatifs et formateur d'ailleurs de soins palliatifs en EHPAD. Vous allez nous parler de tout ça parce que l'idée de cette émission est partie d'un coup de gueule que vous avez passé, d'une alerte que vous avez lancée sur les réseaux sociaux. On va en reparler sur justement ce projet d'euthanasie, selon vous, qui a lieu notamment dans les EHPAD, mais en général pour les personnes âgées. Bonjour Michel Viau. Bonjour. Bonjour mon père, vous êtes prêtre catholique du diocèse de Blois et auteur de nombreux ouvrages dont Chrétiens sans religion et Sous le signe d'Emmanuel, la chute de la Maison France chez Via Romana. Alors, Oui, c'est là que j'avais d'ailleurs parlé du fameux discours des Bernardins, voilà. du président, qui voulait réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Bah, vous voyez, il fait bien. Hein. Oui, alors on va parler de tout ça, évidemment. Beaucoup de choses à dire. C'est un sujet large, en fait, aujourd'hui. Mais je pense que parfois, il est bon de prendre du recul pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et on va le faire, on a du temps, on va le faire ensemble. Mais je voulais commencer par vous donner la parole, Éric Mercier, puisque vous êtes sur le terrain du soin. Et vous vous rendez compte de certaines choses, vous voyez ce qui se passe, vous voyez eh bien, les changements comment dire, de procédures, de procédés pour accompagner les personnes âgées, notamment en soins palliatifs. Et vous avez donc sonné l'alerte à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte, d'alignement de planètes, de conjoncture, de pièces de puzzle qui commencent à se préparer, à s'emboîter, et je vois ça. Alors, bien sûr que sur le sens général, les soignants, les chefs d'établissement, une immense majorité des gens qui sont au contact des anciens souhaitent faire du bien et sont sur une approche positive, Oui, une approche lumineuse. bien sûr. Ça, il faut quand même bien le préciser. Pour autant, derrière, il y a ce que l'on pourrait appeler, on va utiliser un terme générique, des cabinets conseils, des gens qui sont sur une approche non pas de l'individu, mais de la masse humaine, un peu comme une sorte de flux, comme une sorte de ressources, pour employer un terme souvent utilisé, les ressources humaines. Oui, Et là, il y a un alignement qui est en train de s'installer. Alors, le constat, il faut d'abord partir sur une approche un petit peu technique, un petit peu chiffrée. allez-y. On est sur 3 500 000 personnes de plus de 80 ans qui, d'ici 2040, vont passer à 6 800 000, approximativement 7 millions. On a à peu près 550 000 lits d'EHPAD disponibles en France, ce qui nous donne un ratio, une moyenne de 16 lits de disponibles pour 100 personnes de plus de 80 ans. Ça ne veut pas dire que 100 personnes de plus de 80 ans doivent aller en EHPAD, mais il y a bien que 16 lits de disponibles en EHPAD pour ces 100 personnes. Et ce ratio de 16 lits est en train de passer à 8. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fin de compte, vont aller de plus en plus en EHPAD, et ça a commencé depuis de nombreuses années. Moi, je vais dans 15-20 EHPAD par an en moyenne, former un peu plus de 3000 personnes. Iront en EHPAD de plus en plus des gens dont la dépendance est majeure, dont la dépendance est très importante. On va les classer dans les groupes iso-ressources, les GIR 1, 2, 3. Je ne vais pas trop loin dans les termes techniques, mais vont de plus en plus en EHPAD les personnes qui sont sur des cas vraiment de grande dépendance. Et pas uniquement que des gens qui peuvent payer. Un EHPAD, c'est en moyenne approximativement 2 500 € par mois. Mais là n'est pas encore tout à fait le sujet. Le taux d'occupation des EHPAD, qui était d'à peu près 98%, est en train de doucement baisser. Et vous avez plusieurs sortes d'EHPAD. Vous avez les EHPAD associatifs, vous avez les EHPAD communaux d'établissements publics, et vous avez aussi des EHPAD de grands groupes privés. Je vais un peu plus parler de cela, sans donner de nom, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Sachant que dans les EHPAD de grands groupes privés, j'ai vu aussi des gens de grande valeur
faire un travail magnifique. Faut pas non plus tout confondre et tout charger. Non, mais Mais oui, et je l'approche vais faire une précision là-dessus parce que ça fait 2 fois que vous le faites, et moi j'ai fait une longue enquête autour de ces personnes qui travaillent dans le soin et ce que j'ai pu remarquer, c'est que justement ces personnes qui travaillent dans le soin sont malheureuses parce qu'elles aimeraient apporter le soin, elles aimeraient faire du bien. C'est quand même aussi le but de leur engagement, comme on disait tout à l'heure pour la police à l'origine, elles cherchaient à avoir du sens dans leur métier et finalement petit à petit, on leur demande de traiter, l'humain comme on traite une unité en fait, comme on traite, un chiffre, et une case et c'est bien là, le problème. Mais en fait, ces personnes-là sont entraînées à faire certaines choses, parfois malgré elles. Mais allez-y, je vous laisse continuer. Mais c'est exactement ça. Là, c'est une toute petite parenthèse à faire, mais sur l'évaporation des soignants, c'est-à-dire faire la plupart du temps de la maltraitance institutionnelle. Moi, j'ai fait de la maltraitance institutionnelle. Je vous donne un exemple. Mmh. Un matin, un dimanche matin, dans un EHPAD, de 7 heures à 10 heures du matin, je dois distribuer les comprimés aux résidents. Je suis seul, ils sont 90. Mmh. Et c'est facile de donner des petites pilules, des petits comprimés, c'est pas très compliqué. Mmh. Oui, sauf que 90 personnes sur 180 minutes, ça me fait 120 secondes par personne. Mmh. Et dans les 120 secondes, je dois ouvrir les dossiers, vérifier les traitements, ouvrir Mmh. les tiroirs, prendre les médicaments, les découper, les préparer, arriver dans la chambre, ouvrir la porte, donner les médicaments, que la personne ne s'étouffe pas, mais elle est très âgée, elle a 95 ans, elle dort, etc. Et refoncer, partir à l'autre bout pour répondre à un téléphone Mmh. ou que sais-je. Et au fond du couloir, j'entends une dame qui dit: appelez ma fille, appelez ma fille, appelez ma fille. Et ben, le problème, c'est que il faut que ma distribution de médicaments elle soit parfaite. Je peux pas me dire: «J'ai à peu près bien distribué les médicaments». Non, ça doit être du 20 sur 20 et je vais finir par me tromper parce que cette dame, elle crie: «Appelez ma fille, appelez ma fille». Mmh. Et ben, dans le désespoir et cette dame, je l'entends encore vraiment, et ben, je vais être obligé d'aller. Je vais aller la voir, je vais essayer de la rassurer, mais j'ai pas le temps et à un moment donné, je vais faire quelque chose d'horrible, c'est de la maltraitance institutionnelle. Je vais fermer la porte de cette chambre de cette dame pour pas me tromper dans mes médocs que je dois Mmh. distribuer. Et ben ça, vous l'embarquez dans vos souvenirs. C'est quelque chose de on ne peut plus banal pour Oui. n'importe quelle infirmière, aide-soignante, agent de soins, mais aussi médecin, secrétaire chirurgien, où face à une masse, face à un flux, ben, on fait des choses mal et après on quitte le soin parce que même avec une prime, avec beaucoup d'argent, vous pouvez pas tenir Mmh. à faire du mal aux autres. Ouais. Bon, là C'est encore, on vous est n'avez pas obligé de fait du partir. mal directement parce que malheureusement, il Non. arrive aussi que dans la précipitation, on ne fasse pas forcément les bons gestes, que dans la fatigue, on ne fasse pas les bons gestes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah ben là, on peut aller après dans d'autres détails. Mais c'est pour vous donner rien que sur Mmh. un petit quelque chose de simple. Alors pour revenir sur nos résidents, qui vont être de plus en plus lourds, eh bien, en fin de compte, on se dit pour remonter ce ratio de 8 à 16 lits de disponibles pour 100 personnes de plus de 80 ans, il faudrait qu'en France, pendant plus de 20 ans, dans chaque département français, on fabrique 7 EHPAD par an pendant 20 ans. Et si on faisait ça, on pourrait remonter les lits de 550 000, on pourrait les doubler et on pourrait rester à ce ratio de 16 lits. Autant vous dire que 7 EHPAD par an, pendant 20 ans, par département en France, avec les 7 équipes qui feront carrière. Il ne s'agit pas d'embaucher 7 fois 50 salariés comme ça et c'est bon. Non, il faut que les 50 salariés, en moyenne, c'est la moyenne sur un EHPAD, fassent carrière. Eh bien, c'est raté. Ça ne se fera jamais. Donc, depuis largement les années 2010, mais bien avant, on sait que tout va se reporter sur le domicile. Mmh. Et donc, quelque part, très bien, c'est un peu logique. On va davantage reprendre les anciens dans les familles ou organiser, faire en sorte que les anciens puissent finir leur vie en famille. Oui. Oui, mais sauf que le taux d'occupation diminuant dans les EHPAD, il va falloir le faire remonter. En tout cas, je parle pour les EHPAD qui ont une approche particulièrement lucrative. Il va donc falloir aller chercher des gens à domicile. Ce qui se fait déjà un petit peu, il y a une sorte de sas organisationnel entre le domicile et les EHPAD qui s'organisent. Et ça s'entend et c'est très bien. Mais des cabinets conseils commencent tout doucement à faire comprendre à certaines ARS, j'ai été vérifié, c'est pas toutes les ARS, Ouais, hein, oui. qu'il serait bien de davantage mutualiser et relier complètement les EHPAD et les services de soins à domicile. Alors Pour juste amener ouais. l'EHPAD à Alors domicile. allez-y, Et, on a- expliquez-nous finalement le et- phénomène parce que là, et expliquez-nous ben bien à quoi on justement, arrive. la problématique, c'est qu'il y a des établissements
de type EHPAD à grand but lucratif qui ont déjà intégré dans l'EHPAD des services de pompes funèbres pour pouvoir gérer aussi facilement les entrées que les sorties. Alors on Mmh. pourrait dire, bah, c'est une approche pratique, c'est pour diminuer les coûts, on peut, oui, si vous voulez. Et puis tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver. Il y aura toujours une novlangue bisounours pour dire, voilà, on essaye d'organiser les choses au mieux. Sauf que entre-temps, eh bien, alors qu'on a un milliard d'autres choses à faire en France sur les écoles, les Mmh. hôpitaux, je sais pas moi, la police, tout ce qui est régalien, eh bien là, on nous sort cette loi sur l'euthanasie. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? À quoi est-ce que ça sert? L'euthanasie, c'est très précis, hein, ça s'appelle arrêter un cœur, Mmh. ça s'appelle tuer quelqu'un, OK? Et moi, j'ai vu des histoires tristes, j'ai vu des histoires folles quand j'étais pompier et j'ai vu des choses comme ça. Mais on peut Où vous étiez obligé de imaginer procéder à et une forme d'euthanasie. non, mais il y a des choses choquantes, mais c'est de la médecine de guerre. Il y a des choses dingues. Moi, j'ai vu pour je veux on n'est pas trop loin du petit déjeuner pour les gens, puis je veux pas tout raconter, Et mais surtout, on va donner la parole à j'ai vu Michel, au père Viau après, mais allez-y, oui. j'ai vu un monsieur se suicider par arme à feu, avec une balle dans la tête et avoir encore un tracé au niveau de son électrocardiogramme. Mmh. Normalement, il devrait être mort, mais il y a encore un tracé. Donc comme son cœur bat, beh, techniquement, il est vivant Mmh. et quand vous avez la radio qui vous appelle en disant: «Mais dépêchez-vous, il y a un accident sur le périph' porte Champéret», vous êtes coincé avec un monsieur qui est en train de mourir avec un cœur qui bat et on ne va pas pouvoir remettre ce qui est sorti de sa tête dans sa tête, on va pas pouvoir l'hospitaliser. Quand il y a toute une équipe qui est bloquée alors qu'il y a d'autres accidents ailleurs, bah, par moment, il y a des gestes qui vont s'organiser en concertation avec des forces de l'ordre, avec des Mmh. médecins, avec des Mmh. gens qui sont sur place. Mais là, on est sur des cas, entre guillemets, dits de guerre ou catastrophiques, Mmh. extrêmes. Et c'est choquant et c'est dur encore à porter, mais c'est bien particulier. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est excusable, ça veut dire qu'on peut réfléchir et comprendre sur certaines Oui, bien situations. sûr. Mais Alors de que là, là vous à dites que dire c'est organisé. Oui. voilà, mais de là à dire, on va pouvoir euthanasier les gens qui ont soit un problème de dépression, soit une grande douleur physique qui n'a pas pu être pris en compte par les médicaments actuels qui sont très efficaces. Mmh. Dans 99 Oui. des situations, ça fonctionne. On va On a un reparler des soins gros palliatifs, hein, de ce qu'on pourrait faire à la place, puisque c'est votre domaine, c'est vraiment de votre spécialité. Vous avez justement vécu le violent, vous l'avez dit, hein, la médecine de guerre, entre guillemets, en étant pompier de Paris, et puis les soins palliatifs. Donc vous avez vraiment, sur le terrain, connu beaucoup de choses. Mais je vais donner la parole au père Viau. Mon père, vous avez entendu, on parle des services de pompes funèbres qui sont directement intégrés dans les EHPAD, dans des logiques évidemment économiques. Euh, Pratique, on dira peut-être, mais économique également, logistique. Tout ce qu'on voit passer de toute façon dans la loi récemment. Donc j'ai dit l'IVG dans la Constitution, l'euthanasie institutionnalisée. Enfin voilà, on voit quand même une avancée vers l'encouragement à la mort, qu'on le veuille ou non, c'est un encouragement à la mort. Je vous laisse nous répondre à ce sujet, mon père. Oui, alors, je trouve cela particulièrement scandaleux. On vient de rappeler l'existence de médicaments contre la douleur. Il faut aussi dire qu'il y a des médecins depuis de nombreuses années qui sont formés tout spécialement pour traiter la douleur dans les services de soins palliatifs. Et quand on songe qu'en France, je pense qu'il y a 27 départements qui n'ont pas encore de centre de soins palliatifs, nous proposer l'euthanasie, c'est quelque chose de monstrueux. De monstrueux, et je vais employer le terme de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence des évêques de France, et qui a dit tout récemment, après l'entretien du président de la République à deux journaux, sur la fin de vie, n'est-ce pas? Nous parler de la fin de vie et puis nous proposer l'assistance à mourir, en fait, l'euthanasie et le suicide assisté, c'est une tromperie. Le mot tromperie qui a été utilisé par Monseigneur de Moulin-Beaufort et je le remercie d'avoir utilisé
ce mot. Monseigneur Rouget, qui est l'évêque de Nanterre, qui est un spécialiste aussi des questions des relations avec les politiques, a dit que c'était vraiment une très mauvaise surprise que le président avait annoncé là. Parce qu'effectivement, plus ce que M. Mercier vient de nous dire concernant les EHPAD, on a vraiment l'impression d'une mort, enfin, que la mort est planifiée pour un certain nombre de gens qui ne doivent pas vivre trop vieux parce que ça coûte trop cher. Oui. Et on le voit bien déjà, d'ailleurs, avant même la question des EHPAD, puisque moi j'ai dépassé 70 ans, à partir du moment où on a 70 ans, on voit très bien qu'on n'est plus quelqu'un d'intéressant pour beaucoup de médecins. Combien de gens ai-je vu aussi, puisque je m'occupe de la pastorale diocésaine des funérailles, donc combien des gens qui, à 70 ans, 71 ans, 72, sont allés consulter un cancérologue pour un début de cancer, et on leur a dit « Oh ben vous inquiétez pas, à votre âge, ça ne va pas se développer. » Et on ne soigne pas. Et les gens meurent quelques années plus tard, voyez-vous. Alors, moi, je ne suis pas pour prolonger la vie, forcément, jusqu'à 110 ans ou 120 ans, mais tout de même, je pense qu'on, tant que, et les médecins le savent bien, puisque on est assez performants. Si on laissait la médecine être la médecine et les médecins travailler, si on leur donnait les moyens de travailler, si leur profession était plus valorisée, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont à faire. Nous avions quand même, je m'en souviens très bien, il y a 20 ou 30 ans, une des meilleures médecines du monde. Bon, il y a encore les meilleurs médecins, mais ils n'ont plus les moyens, voyez-vous. Et malgré tout, on voit bien qu'il y a des gens qui sont écartés des soins. Alors déjà, on vous soigne, pour beaucoup, on vous soigne plus à partir de 70 ans, en vous disant des sottises. Et puis, on a ce projet pour les EHPAD, où on voit très bien que tout est parfaitement planifié et organisé pour des raisons économiques. Oui. Pour des raisons économiques. Ah oui, pour des raisons économiques, parce qu'effectivement, les soins palliatifs, ça coûte beaucoup plus cher que l'euthanasie. L'euthanasie, c'est une piqûre, c'est terminé. Tandis que les soins palliatifs, ça laisse... D'abord, ça supprime la souffrance. Si vraiment on ne peut pas supprimer la souffrance, je vous rappelle qu'en 2016, la loi Leonetti a été complétée par, on l'appelle la loi Leonetti-Claes, et qu'on peut pratiquer la sédation profonde jusqu'au décès, mais qu'en aucun cas on injecte de produits létals. C'est ça qui compte, voyez-vous. Ce sont des produits antidouleurs qu'on augmente, quitte à restreindre, à raccourcir la vie. Mais ça, je sais que le pape Pie XII l'avait déjà expliqué et l'avait déjà permis de son temps de pontificat, qu'on pouvait augmenter les antidouleurs même si on raccourcissait la vie. Mais ce n'est pas du tout la même démarche que d'augmenter des antidouleurs et de donner un produit létal. Donner un produit létal, c'est donner la mort. Et ça, l'Église ne peut pas l'accepter. Et je veux même dire au-delà de l'Église. Toute civilisation qui se prétend humaniste ne peut pas légaliser comme cela le don de la mort. On vient de supprimer la peine de mort en France en 1981, et là, on l'a réintroduit d'une manière absolument infâme, et on passe vraiment à la ligne rouge. Voyez-vous, parce que je vais même vous dire, c'est pire que la question de l'IVG, c'est pire que beaucoup d'autres choses qu'a fait le gouvernement. Alors, vous allez nous le dire pourquoi pour l'IVG, et j'aimerais bien qu'on s'arrête dessus aussi, mais allez-y. Oui. Ah oui, c'est pire parce que, vous comprenez, ça concerne tout le monde et des gens dont la volonté n'est pas engagée. L'IVG reste quelque chose de très grave. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je minimise l'IVG. Mais les femmes qui subissent une IVG, elles l'ont voulu. Alors, elles ont peut-être été mal éclairées, mais quelque part, la volonté est là. Mais une vieille personne qui souffre, qu'est-ce qu'elle demande? C'est à ne plus souffrir. Et on voit très bien, je peux dire une vieille personne ou une moins vieille personne, des gens qui entrent en souffrance dans les soins palliatifs, qui demandent la mort, à partir du moment où ils ne souffrent plus, ils ne demandent plus la mort du tout. Et ils parlent de tout à fait autre chose que de leur maladie. Moi, je l'ai vu plusieurs fois avec des personnes atteintes de cancer en phase terminale, et m'attendant à aller voir dans leur lit, je venais célébrer un office. Non, ils étaient habillés, ils sont venus à l'office que je célébrais. Voyez-vous, et voilà, parce que la vie reprend ses droits, et puis vous savez, il se passe tellement de choses quand quelqu'un sait qu'il va mourir mais qu'il n'a plus peur, et que il y a des choses qu'il va dire, il y a somme de vérité qui vont venir et qui vont l'aider à être tranquille.
la mort est quelque chose de très personnel, que l'homme n'accepte pas, parce que le mot agonie, d'ailleurs, le mot agonie qui nous vient du grec veut dire lutte. Donc, il lutte contre la mort, et puis à un moment, il ne lutte plus parce qu'il sait que quelque part c'est fini et il s'abandonne. Alors, le croyant dira qu'il s'abandonne à Dieu, bon, qu'il laisse faire la nature, bon, peut-être, mais en tout cas, voyez-vous, ces morts que j'appellerais des morts tranquilles et lucides sont quelquefois extrêmement édifiantes pour la personne. On a vraiment le sentiment, quand il s'agit de croyants, qu'il voit déjà quelque chose de l'au-delà. Et puis pour la famille aussi, c'est un départ apaisant. Il y a rien de brutal, voyez-vous. On peut même parler. Et vous savez, ça je dis finalement, on meurt quand on veut, parce que même des gens qui sont en sédation profonde, et donc qui sont pas loin de la mort, et qui savent, à qui on a dit, parce qu'ils entendent quand même souvent qu'il va y avoir la visite du fils ou de la fille, et bien souvent ils attendent Oui, que le fils ou la c'est fille vrai. soit là pour mourir. Vous comprenez? Alors, nous avons Absolument. là affaire non pas à un paquet de viande qui est en train de s'affaiblir et qui va bientôt pourrir, mais c'est encore un être humain habité, et c'est ça la grandeur d'une civilisation humaniste. Mais le vrai humanisme, c'est celui qui prend en compte la spiritualité de quelqu'un, c'est de respecter sa mort, de ne pas lui voler sa mort, et là on va lui voler sa mort pour faire de l'argent. Mm. Et ça, c'est particulièrement monstrueux. Oui, exactement. Je voudrais qu'on revienne à ce que côté je sais, Eric, merci que vous avez beaucoup de choses à dire parce que justement vous les côtoyez, ces soins palliatifs, donc vous avez beaucoup, beaucoup de beaux témoignages à raconter à ce sujet. Donc je vais vous donner la parole dans quelques instants. Mais sur cette société mercantiliste qui finalement ne considère donc pas les personnes âgées ou le bébé à naître comme, ayant une valeur puisque, ils Exactement. sont inutiles, du point de vue de la valeur économique, encore à ce moment-là. Donc en étant en bas et en haut de l'échelle. Donc finalement, on a supprimé la peine de mort pour les délinquants, vous les rappelez, enfin les criminels, et on les rétablit ici pour des personnes qui sont jugées, je le rappelle, aux yeux de cette société, comme, finalement inutiles. Et c'est évidemment tout le cœur de notre, sujet aujourd'hui. Alors, Éric, Oui. merci. Je veux vous redonner la parole. Vous hochiez de la tête, vous avez beaucoup de témoignages à donner sur ces témoignages, autour des soins palliatifs. Oui, parce qu'il y a une grande différence à faire entre le soin palliatif, lui donner des moyens. Je me permets de faire la petite pub de Monsieur Poisson, qui a fait un excellent livre, Oui. Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Il faut bien faire la distinction entre les soins palliatifs, j'accompagne jusqu'au bout et on lutte contre la douleur et on demande des moyens, et l'euthanasie qui s'appelle on arrête un cœur avec une substance létale. Il y a vraiment cette distinction et le père Vieux a très bien fait. Mais il y a aussi une autre approche que plus sociétale, qui est catastrophique, qui s'appelle le concept de mort miséricordieuse. J'invite vos auditeurs à se rapprocher des travaux de monsieur Johann Chapoutot. Il y a également C'est Christian qui? Ingrao qui est Alors oui, extrêmement oui. intéressant. Johann Chapoutot est un historien, comment dire, de mémoire, je crois qu'il est même professeur à la Sorbonne, et c'est un grand expert des programmes politiques sous le Troisième Reich et plus exactement de l'organisation du travail. Il a démontré comment le management a été créé par un monsieur qui s'appelle Reinhard Höhn. Mmh. Je ne vais pas plus loin parce que allez écouter les conférences de monsieur Chapoutot, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Troisième Reich a vraiment eu une vision de masse de l'humain. Et l'approche de masse de l'humain qu'ils ont a été, à un moment donné, de finir par créer le concept de mort miséricordieuse, c'est-à-dire les inutiles, ceux qui ne servent plus, y compris parfois parmi leurs propres troupes, doivent disparaître, Mmh. doivent soulager les autres, délester les autres de leur présence, les délester comme un ballast, comme un poids. C'est terrible, hein, c'est terrible à creuser. Sauf que monsieur Reinhard Höhn, qui a été aussi l'organisateur du travail, on est contemporain de cet homme-là. Il est mort en 2000 ou 2001. Évidemment, je ne veux pas dire que les managers sont des nazis. Je n'irai pas faire ce parallèle stupide. Évidemment que non. Simplement, le mode de pensée, la conception est basée sur une approche de masse, une approche de flux, une approche de ressources. Lorsque des gens allaient partir tranquillement à domicile avec leurs enfants,
il peut toujours y avoir un enfant qui est en panique, inquiet, qui refuse la mort de son papa, de sa maman, et qui va dire: «Ben, on l'envoie à l'hôpital, il faut le sauver», alors que c'est les dernières heures et que ça se termine. Alors, mais Et juste je dites-nous ce fais que c'est que court, la mais mort miséricordieuse. ah ben, la mort miséricordieuse, il y a un très bon article sur Le Figaro, j'espère qu'ils l'ont maintenu, qu'ils nous l'ont enfin, de toute façon, on a déjà fait les captures. La mort miséricordieuse, c'est amener les gens à, désirer leur propre suicide, en fin de compte. Techniquement, c'est ça. Donc ça va Et être un si les gens programme ne qui va être désirent mis en place, c'est ça? En EHPAD? beh, non, non, alors non, ça va pas être, mis en place avec, une charte et puis un mode de fonctionnement. Ça va être beaucoup plus vicelard, beaucoup plus insidieux, mais ça va être amené à laisser penser aux gens qu'ils sont un poids et qu'ils doivent d'eux-mêmes décharger leur famille, décharger la société de leur présence parce qu'ils sont trop lourds, parce qu'ils coûtent trop cher et cetera. C'est un mode de pensée, la mort miséricordieuse, mais ça sort d'un endroit très précis, ça s'appelle le Troisième Reich. Et les travaux d'Ion Chapoutot expliquent très, très bien ça. Mmh. Moi, c'est là où je fais un lien avec, comment dire, l'euthanasie et le taux d'occupation et comment dire, l'approche comptable de certains gestionnaires, bien de certains gestionnaires qui sont une minorité, mais à qui cette loi sur l'euthanasie va donner un moyen supplémentaire. Mmh. Ça va être de dire, eh bien, pour remonter le taux d'occupation, on va pouvoir aller chercher les gens à domicile. On leur aura fait signer un pack, le pack sérénité pour la fin des derniers jours, la plus en douceur, heureuse, et Mmh. cetera. Et puis on dira à la famille: «Voyez, il y a vous inquiétez pas, il y a pas besoin de laisser la personne décédée dans la maison, vous allez être inquiets, et cetera. Envoyez-la dans notre établissement et puis nous la prendrons en charge pour ces derniers jours, ces dernières, parfois ces dernières semaines». Mais derrière, il y a un gestionnaire avec un taux d'occupation. Il faut qu'il fasse tourner les chambres. Une chambre où il y a une personne à l'année rapporte moins qu'une chambre où il y a plusieurs personnes qui sont passées. Parce qu'il faut remonter le, comment dire, le taux d'occupation. Il y a des frais de dossier d'entrée, il y a Mmh. des frais de Mmh. service, il y aura des frais de pompe funèbre. Ouf, ouf. Donc à un moment donné, quand vous donnez aux gestionnaires la possibilité de dire: «Oh, oh, les infirmières, les soignantes, la chambre 222, faudrait peut-être me la libérer, parce qu'on a du monde qui avait prévu pour la semaine prochaine dessus». Et ben, si la personne, elle a signé son pacte sérénité malencontreusement, ben, peut-être que, comme le disait très bien le père Dio, peut-être qu'elle aura fait son chemin, peut-être que ses douleurs seront parties. Mais sérieusement, mais laissons les gens mourir à l'heure où ils mourront. Oui. Il y a je veux faire une parenthèse importante. Il y a 2 choses, parce que vous avez parlé d'IVG. Il y a 2 choses fondamentales que l'être humain doit ignorer. C'est l'heure de la naissance d'un bébé. Un bébé, il naît quand il est prêt, quand la vie doit sortir. Enfin, il est vivant avant déjà dans le ventre de sa maman, mais on doit ignorer l'heure à laquelle naît un bébé. On peut déclencher des accouchements pour une question de sécurité. Une fois de plus, c'est des cas particuliers. Et on doit ignorer l'heure du départ, l'heure précise et la date précise de la mort de quelqu'un. Sinon, on bascule dans une notion de gestion de flux. Oui. Et le business là-dessus est un business absolument monstrueux. Mmh. Pour gérer un business, ça n'est pas que l'équilibre de l'offre et la demande. Évidemment, il y a ça. Mais la bonne gestion d'un business, c'est d'évacuer les inconnus, Mmh. Mmh. l'incertitude. Quand vous avez la certitude qu'il y aura un flux inépuisable, que l'on pourra aller puiser à domicile parce qu'on a une population qui est en train d'être doublée, un nombre de lits qui diminue, et bien pour remonter un peu le Théo, vous avez des gens qui sauront très très bien aller chercher ceux qui vont effectivement mourir dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. On ne sait pas quand ils vont Oui, mourir. oui. À 2 heures du matin, 14 heures de l'après-midi, on s'en fiche, on verra bien. Ce Ah, sera le bazar pour organiser les obsèques avec le planning de la famille. C'est toujours comme ça. oui. On sait En pas fait, on si on peut. comprend très bien, pour aller dans votre sens, on comprend très bien comment la gestion de flux heu, peut doucement, sans qu'on le veuille en fait, nous Oui, pousser, à perdre notre humanité. Et moi vous allez parler de vos et témoignages et vous à en rendre ouais, une mort financièrement utile oui. et pratique. Mmh. Je vais vous donner un exemple. Ouais, allez-y. Je Alors du coup, il faut que je fasse très attention, je ne peux pas donner de nom, mais on a un industriel, le fait est, c'est que c'est pas en France, mais c'est un pays francophone, qui est décédé, il y a 2 ans, comment dire, d'un 3e cancer. Bon voilà, il décède. Ses 2 fils, parce que c'est un pays où on peut organiser de l'euthanasie, hein, active, hein, ses 2 fils ont organisé le décès de leur père le mardi. Pourquoi?
parce qu'en tant que président fondateur du grand groupe, ça permettait d'organiser les obsèques le samedi. Et du coup, ça permettait aux salariés de venir aux obsèques du grand patron fondateur le samedi et non pas le vendredi, sinon ils auraient perdu une journée de travail. Mmh. Alors déjà, on se dit, mais c'est complètement fou que des fils organisent l'horaire, le jour du Ouais, départ de la ouais. mort de leur père. Là, on tombe de sa chaise, c'est pas possible. Mais dans le fond, vous voyez qu'il y a eu aussi un petit côté pensée plus pratique, plus simple. Oui, Et là-dedans, il y aura un business bien sûr. parce que ça va rapporter de l'argent, parce qu'il y aura du flux, Mmh. parce que le mode de pensée mort miséricordieuse qui traîne derrière est sous-jacent. Et sur ce genre de choses, c'est une stupidité, c'est une folie que de donner des cartes soi-disant pour on va vous ressortir un monsieur avec une maladie de Charcot, un exemple Ah bah, gravissime, c'est une toujours la personne qui a maladie de des douleurs Charcot qui ressort fondamentales. parce que c'est une maladie terrible, ouais, et qu'on a Ouais, beaucoup mais moi de j'ai soigné et j'ai accompagné des gens en maladie de Charcot, ils n'ont jamais réclamé l'euthanasie, hein, mais on vous sort toujours ça, un cas précis pour faire pleurer dans les chaumières, mmh. pour ensuite dire: «Vous voyez, on est gentil». Mais non, c'est mauvais. La mort, enfin la vie, elle se protège, et on doit la sauver, on doit l'accompagner jusqu'au bout. Ouais. Provoquer la mort, c'est mauvais. Alors j'ai La mort arrivera, mais on ne doit pas la provoquer. plusieurs choses avant de vous donner la parole, Père Viau. D'abord, sur, l'histoire de la gestion de flux, je voulais juste préciser, parce que je l'ai vécu moi-même en étant en maternité, que oui, la gestion de flux, en fait, fait que malgré toute la bonne volonté d'une magnifique équipe de soignants, si on n'a pas la place dans les chambres, eh bien, on va vous pousser vers la porte. Alors, bon, moi, c'était retour à la famille, donc c'est pas grave, j'ai une super famille. Mais j'imagine bien que quand on arrive en fin de vie, c'est plutôt, bah, si vous pouviez mourir plus vite, ça nous arrangerait parce qu'il faut libérer la chambre. Et ça, je pense que tous les soignants, en tout cas moi, tous ceux que j'ai interviewés pour mon enquête, nous le disent. C'est-à-dire, on est devenus d'abord des gestionnaires de flux et donc on perd l'humanité. Voilà aussi cette gestion logistique. Et un dernier mot, puisque vous parlez de cette mort miséricordieuse, qui est a l'air comme ça d'être un très beau mot, qui appelle d'ailleurs à la miséricorde de Dieu. On va en parler avec le Père Viau. Il se trouve que justement, le mot euthanasie, il faudrait quand même le revoir parce qu'il embête. Et comme dit Bernard Kouchner en 2014, c'est embêtant, euthanasie, il y a quand même le mot nazi dedans. Bon. Et il dit nazi, c'est pas très gentil. Je le cite, hein, c'est un article du Monde que vous pouvez retrouver du 26 juin 2014. Il dit dans euthanasie, il y a le mot nazi, ce qui n'est pas très gentil. Donc il invite quand même à revisiter le mot pour trouver un mot plus doux. Voilà, il faudrait employer un mot plus doux parce que là, on a l'impression qu'il y a une agression et qu'on va forcer les gens. Voilà ce qu'il dit. En fait, il faudrait changer le mot. C'est Orwell. Il faut changer les mots pour qu'on ne se rende pas compte de la réalité des choses derrière. Voilà, Père Viau, à ce sujet. Oh ben, cette démarche, je réagis tout de suite parce que c'est tout à fait diabolique, ça. C'est vraiment, c'est vraiment, oui, c'est le diable en personne. Et c'est très bien qu'il y ait nazi dans l'euthanasie, parce que la Gnadestod, ça vient effectivement des nazis. Et je voudrais rappeler à nos frères catholiques qui nous écoutent en particulier que la première monstruosité qui a été dénoncée publiquement après, bien sûr, l'encyclique Mitbrennender Sorge en 1937, qui condamnait le système nazi, son antisémitisme, et bon. Mais pendant, si vous voulez, ce qui a été pointé du doigt tout de suite, et je voudrais citer le nom de Monseigneur von Galen, qui a risqué sa vie, et c'est un pur miracle s'il est arrivé vivant à la libération. Monseigneur von Galen, et avec l'appui du pape Pie XII, a commencé à attaquer le régime à propos de la mort miséricordieuse. Et à toute la propagande qui était faite là-dessus, parce que ce que mettait carrément d'ailleurs en avant le régime nazi par sa propagande, et on a encore les affiches, on les voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, elles prennent, heureusement qu'il y a des gens qui les ont conservées, où on voit de pauvres gens qu'on a évidemment un peu présentés comme des espèces de locumènes, et puis on dit aux gens, bah, c'est toi qui vas payer ça. Plus tard, voilà, on s'adresse au peuple en disant, voilà, vous les travailleurs allemands, vous allez devoir payer pour entretenir la vie de ces pauvres choses qui ne sont presque plus des humains. Et c'est ça la mort miséricordieuse, voyez-vous. Donc il faut lui rappeler, enfin, oui,
il faut dire quelles sont ses sources, tout simplement, et que justement, c'est précisément, alors que d'une manière générale, le régime avait été dénoncé par le pape en 1937, précisément dans l'action, et ça a freiné, arrêté le programme, c'était le programme T4, on l'appelait, eh bien, la mise Oui. à mort des personnes âgées, vieillards, et surtout des malades mentaux. Hein. Oui. Il y a beaucoup de malades mentaux qui ont été euthanasiés par le régime. Oui. Donc là-dessus, l'Église catholique a été à la pointe du combat et j'espère qu'elle va le rester sur cette question-là, parce que, voyez-vous, ce qui est inquiétant aussi dans le projet de loi, dans un pays qui a marqué liberté, égalité, fraternité, c'est d'abord déjà l'atteinte monstrueuse à la fraternité que constitue cela, comme nos évêques l'ont rappelé, mais le mot liberté, à aucun moment dans le projet, il n'est fait question d'une manière précise de la possibilité de la clause de conscience, comme nous Oui, l'avons tout à fait. pour ce qui concerne l'IVG, Mm, voyez-vous. mm. Or ça, moi je le dis aux catholiques, hein, en tant que prêtre, maintenant pour le reste, Oui, et c'est pas que autre les chose. catholiques, parce que beaucoup de nous écoutent ne sont pas catholiques et se sentent tout à Bien fait sûr, concernés. mais je le dis, j'ai quand même une certaine autorité hein, Oui. sur les gens de confession catholique. Ils s'exposent, puisque en 2020, la Congrégation pour la doctrine et la foi a publié un texte qui s'appelle Le Bon Samaritain. Et le bon samaritain. Le bon samaritain, il tue pas, il achève pas le juif blessé sur le bord du chemin. Hein, il le prend, il le soigne, Voilà. il l'emmène chez un aubergiste, il donne de l'argent même pour qu'on puisse le soigner. Donc, le bon samaritain donc, condamne expressément l'euthanasie. Voilà, c'est très clair. Alors, Mm. il faut que les soignants catholiques sachent parfaitement que là, ils auront un choix à faire entre Dieu et César. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, comment gérer cette discipline, c'est aux évêques, à nos seigneurs les évêques de nous Mm. dire Mm. ce que nous devons faire. Mais par exemple, voyez-vous, moi en tant que prêtre, par le texte Le Bon Samaritain, si quelqu'un veut un suicide assisté, je dois aller le voir pour le dissuader de le faire. Mm. Et s'il persiste dans sa demande, je dois m'en aller et ne pas lui donner les derniers sacrements. Mm. D'accord. C'est très clair. Ah, c'est Voilà. intéressant Donc, il le faut choix entre Dieu et absolument. César, oui. Voilà, voilà, il y a un choix à faire. Et donc, là aussi, nous serons en droit de nous dire que, certes, l'État est laïque, mais il est dit aussi dans le préambule de la Constitution qu'on respecte la liberté des consciences, voyez-vous, et la Voilà. liberté de la pratique religieuse. Eh Mm. bien là, je dis que cette loi est anticonstitutionnelle parce que elle ne permet, elle entrave la liberté religieuse, la liberté de pratique religieuse, la liberté des consciences. Et pas seulement pour les catholiques, tous ceux qui en France sont croyants, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont un respect de l'homme et qui ont une culture humaniste, même, je dirais, athée, sans Dieu, sont aussi révoltés contre cela. Ouais, On le voit bien dans les réactions des soignants, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, tout homme, toute femme qui a vocation de soigner, et qui tourne autour, je dirais, du serment d'Hippocrate, est révolté dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, contre cette loi monstrueuse, et oui, qui nous ramène, je le dis bien, qui nous ramène aux heures sombres de 1938-1939, enfin du régime nazi et de sa conception de l'existence humaine. Ça, il faut quand même le dire, n'en déplaise à M. Kouchner. Mm. Alors pourquoi vous disiez, Exactement. juste reboucler avant de vous donner la parole, Éric Mercier, pourquoi vous disiez que les paroles de Bernard Kouchner que je citais étaient véritablement diaboliques? Oui, parce qu'il voudrait en fait nous faire accepter, sous prétexte de changement de nom, quelque chose de tout à fait inacceptable. Donc, Voilà. si vous voulez, c'est enrober du cyanure avec du miel pour qu'on puisse l'avaler tranquillement et Mm. qu'on crève tout de Mm. suite. Hein. Mm. Non, voilà. Alors, faut dire arrêtez, non, arrêtez ce genre de choses. Mm. Soyons vrais. Si vous voulez donner la mort, bah dites-le, hein, au moins que ce soit clair. Voilà. Mais vous cachez pas derrière votre petit doigt, ça prend pas, c'est trop gros. Ou alors vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Mm. Hmm. Et deuxième question, et Éric Mercier, ensuite je vous redonne la parole, mais d'ailleurs, question à vous deux, qui se pose, enfin, disons, un lien qui se pose dans ce direct ici, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de remerciements pour vos propos, tous les deux, sur
Comment vous expliquez la conception ici? On voit qu'on est dans une logique mercantile, mais également une forme d'eugénisme, comme vous l'avez dit en rappelant le nazisme. Finalement, comment on lie les 2? Comment les 2 se lient, dans ce que nous vivons? Qui est Pervio, oui, oui, oui. Oh, je pense que mais c'est l'argent. C'est l'argent et la productivité. Vous comprenez, il faut faire des économies. Hein. On a que ça en tête, surtout que on vient de découvrir, enfin, pour certains, qu'on ne nous a pas dit tout à fait la vérité en ce qui concerne certains chiffres. Donc, il va falloir faire des économies. Mmh. Voyez-vous, on va sortir du en même temps et du quoi qu'il en coûte. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire éternellement quoi qu'il en coûte. Bon, alors dans cette perspective-là, on va faire des coupes sombres. Et on compte sur quoi? On compte sur l'égoïsme de la population, c'est-à-dire de ceux des jeunes, de ceux qui sont en bonne santé, voilà, en disant après tout, c'est vrai que les vieux, c'est encombrant. Hein. Et puis, vous savez, le tueur de vieilles dames, le sinistre Paulin, il disait les vieilles dames, comme pour s'excuser, ça sent mauvais. Voilà, il expliquait, il en avait une vingtaine, comme ça, pour prendre nos économies. C'est une question d'argent, c'est une question économique, parce que nous avons une forme de gouvernance qui fait fi de la spiritualité, quoi qu'elle en dise. Ça lui sert quelquefois à faire des belles phrases dans des discours officiels, mais sur le terrain, dans la réalité, quand on met un peu ses mains dans la boue, hein, ou dans le sang, pour parler des naissances ou pour parler aussi des soins, des derniers soins que l'on peut donner à des gens qui vont mourir, alors là, il n'y a plus du tout d'humanité. Mais il y a la question du profit, il y a du combien ça coûte, on dépense un pognon dingue avec ça, il faut arrêter, il faut faire des économies. Et alors évidemment, ceux qui sont en bonne santé, qui ont 40, 50 ans, ils ne pensent pas qu'ils sont aussi des futurs vieux et que s'ils continuent à être en bonne santé et s'ils peuvent vieillir, parce que évidemment, grâce aux prothèses qu'on met pour l'histoire du col du fémur, etc., maintenant on a rallongé la vie. Mmh. Bon, c'est bien d'avoir rallongé la vie. Et puis il y a toutes sortes de progrès en médecine, je l'ai dit. Bon, voilà, ça se retourne, si vous voulez, contre le projet et contre la conception de l'humanité qu'ont beaucoup de nos gouvernants maintenant, qui ont voulu se dégager de toute forme de spiritualité, qui ne voient que l'intérêt et que les intérêts financiers et des grands groupes financiers, et qui gèrent le monde et les pays qu'ils ont en charge en fonction de cela, eh bien, ils sont conduits à faire ces choix monstrueux, c'est tout. Oui. Voilà. Alors, Éric Mercier, là, je vous donne la parole. J'imagine qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à raconter et peut-être je vais vous rajouter un élément, puisque vous l'avez, j'imagine, aussi vécu, ce qui s'est passé dans les EHPAD, pendant la période du covid. Alors, justement, aujourd'hui est un jour particulier. Figurez-vous que nous sommes le 28 mars. Et le 28 mars, tel que ça l'est rappelé dans le livre d'Amin Umlil, L'impossible consentement, le 28 mars, vous trouverez ça à page 99, il y a la lettre d'un certain ministre de la Santé qui annonce au Conseil d'État que le vaccin est complètement nul et qu'il ne protège en quasiment rien contre ce fameux virus. Je mets ça de côté. Pourquoi? Parce que Attendez, quelques c'est la semaines lettre plus donc d'un tard, certain ministre de la Santé. Je peux le nommer moi ou ça vous embête? oui, On oui, parle bah, d'Olivier Véran? c'est Ouais. dans le bouquin. On parle Ouais. d'Olivier Véran, 28 mars 2021. Il remet en cause clairement l'efficacité des vaccins contre la Covid-19 Et c'est une au lettre envoyée à Conseil qui? d'État. C'est une lettre privée? Alors je ne pense pas que ce soit dans un cadre privé parce que Amin Umlil, qui est un fin chercheur, lui, il a retrouvé le PDF de ce document Mmh. et il l'a mis en avant, page 99 dans son livre. Mmh. Mais c'est fondamental parce que après avoir dit au Conseil d'État, le ministre de la Mmh. Santé, avoir dit au Conseil d'État, ce vaccin, de toute façon, il est nul. Quelques semaines plus Ça date de tard, quelle c'est année, pardon? vacciné Rappelez-nous parce que vous m'avez donné 28 mars 2021. 21. 28 mars 2021. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui. Et juste après avoir lancé ça, on est sur du vacciné tous protégés. Sauf qu'il va falloir aller beaucoup plus loin pour mettre en place, le père Vio l'a très bien rappelé, la vente des vaccins. Donc en fait, toute la problématique au-dessus, c'est l'argent à chaque fois. Il va falloir que pour que ces vaccins puissent être utilisés avec une autorisation de mise sous le marché AMM conditionnelle, il va falloir qu'il y ait donc une condition, et la condition, c'est 0 médicament, 0 traitement ambulatoire précoce.
Je vous refais pas l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc. Mm. Simplement, il va lancer la fameuse circulaire qui permet d'euthanasier au Rivotril. Et la problématique du Rivotril est très importante. On est sur une estimation d'un peu plus, au moins 5000 morts. Ça, c'est l'estimation que nous a donnée Pierre Chaillot. J'invite tout le monde à aller voir Covid-19, la vérité sur les chiffres officiels. C'est extrêmement intéressant comme livre. Simplement, ce qui s'est passé dans les EHPAD sur le Rivotril est un coup d'essai, mais pas un coup d'essai sur la molécule. Parce qu'on sait très bien, un benzodiazépine à quelqu'un, c'est écrit dans le Vidal, à quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire, ça le tue. C'est écrit sur le mode d'emploi. Le coup d'essai n'est pas sur la molécule. Le coup d'essai est sur notre réaction. Comment est-ce qu'on va rebondir là-dessus? Et là, il y a le sauf qui peut général, le caïcaï. Et si on devait redémarrer un nouveau virus avec une nouvelle situation, est-ce que ça serait pas plus simple de pouvoir à nouveau euthanasier? Mais cette fois-ci, on aurait déjà une loi là-dessus. Je précise un élément important, petit détail que je ne vous ai pas dit. Oui. Mais je suis également membre du syndicat Liberté Santé. Et actuellement, le syndicat Liberté Santé travaille avec 300 avocats sur l'énorme problématique qui est en train de se lancer au niveau de l'OMS. L'OMS où un homme, sous couvert des laboratoires, le président de l'OMS, pourra décider, dans une quantité de pays gigantesques, dont la France, Ouais, ouais. des réglementations De sur santé. l'épidémie Ouais. et sur la santé. Et ça, le syndicat Liberté Santé travaille énormément là-dessus en ce moment pour signaler, alerter Mm. et dire à nos députés, à nos sénateurs, mais refusez ce truc-là. Mm. C'est une des fameuses pièces de puzzle qui est en train de se préparer et de s'emboîter. Oui. Quand, là, Perte ils de ont sorti compétences le au niveau virus. national, mais ce sera l'OMS, et on a vu leurs œuvres, qui va Voilà. décider pour nous ce qui est bon ou pas. Juste, restons un petit peu sur notre sujet parce que le temps passe, Oui, l'émission est mais merveilleuse, beaucoup c'est nous lié, remercient. c'est lié. Alors oui, je sais. Vous étiez en EHPAD. Je voudrais que vous nous racontiez un peu ce que vous avez pu voir justement avec cette histoire de Oui. Rivotril. Alors, moi, justement, je n'en ai pas vu. Comment dire? Moi, quand je vais en EHPAD, c'est en tant que formateur. Je ne suis pas inséré dans le soin. Par contre, j'ai échangé avec beaucoup de soignantes sur le sujet qui ont été horrifiées, qui ont refusé, qui ont préféré donner de l'oxygène. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont réussi à donner de l'ivermectine, azithromycine, vitamine D, zinc, avec les fameuses ordonnances sous le manteau, c'est-à-dire de vraies ordonnances officielles, mais écrites à la main, tout simplement, pour pas avoir de traces clavier. Mm. Et il y a eu beaucoup de gens sauvés. C'est Par dingue. contre, On moi, est j'ai obligé de faire vu... ça. On était obligé de passer. Alors là, pour le coup, Ah on a bah vraiment oui. l'impression d'être dans un régime de guerre ou de Ah non, mais totalitarisme. On passe des ordonnances de soins pour soigner des gens, hein. On parle de zinc, de vitamine oui, D, sous le manteau, parce qu'il en papier, en parce version qu'il y papier. avait des gens il y avait comment dire, Et vous allez voir que ça va devenir des... interdit de faire Mais oui, mais il y avait des des ordonnances papier. pharmaciens qui dénonçaient quand ils voyaient arriver ivermectine, azithromycine, vitamine D, zinc, ils disaient ça c'est un protocole anti-Covid, on vous dit qu'il n'y a pas de médicament contre le Covid, donc on dénonce le médecin au Mm. Conseil de l'ordre. Donc les médecins étaient obligés de se protéger de ça. Mm. Mais toutes ces choses-là, moi j'en appelle encore aux soignants qui ont vu ça, il faut faire vos déclarations de témoignage, Sherfa 11527. Nous, on a donné tous ces documents-là à des procureurs. On attend d'être convoqués pour témoigner, hein. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont été guéris de 94 ans du Covid et d'autres qui ne l'ont pas été guéris, qui étaient sous paracétamol. Oui. Tout ça, je peux tranquillement témoigner là-dessus, ça ne me pose pas de souci. Mm. Mais sur la mise en place du Rivotril, Oui. par contre, en tant que formateur dans les EHPAD, j'ai plus vu des gens qui ont été horrifiés, qui ont refusé. Pierre Chaillot a expliqué que il y a eu des... Alors, on emploie le terme, mais c'est pas vraiment ça, mais ça fait peur, mais des brigades, enfin des binômes de soignants qui, eux, se sont déplacés dans les EHPAD pour poser le Rivotril, pour pratiquer ce geste d'euthanasie active sous couvert d'une circulaire signée par le ministre de la Santé et le Premier ministre de l'époque. Mais ça, on va les coller au maillot. On va les coller au maillot, ils vont traîner ça pendant des années. Mm. Le procès du sang contaminé sera une petite histoire par rapport à ça. Ça, Parce que sur le sang c'est si on contaminé, croit tout encore à le monde notre pouvait justice. dire Oui. on s'est trompé, alors que là, ils ne se sont pas du tout trompés. Mm. Pour maquiller l'AMM conditionnel et l'absence de L'autorisation de mise sur traitement le marché, oui. précoce qui fonctionnait,
500 médecins avaient fait un référé au Conseil d'État sur la quantité d'études randomisées double aveugle multisites à travers le monde sur l'ivermectine, des médicaments, on en avait. Mmh. Eh bien, pour rejeter tout ça, on est allé jusqu'à faire de l'euthanasie de masse. Ça, c'était sur la partie aiguë, mais le coup d'essai, c'est sur notre réaction. Et il faut qu'on se batte et qu'on fasse justice là-dessus. Mmh. Ouais. Vous voulez dire Oui, je voudrais que rajouter quelque chose. alors bien sûr, allez-y Pervio, puis ensuite on va devoir aller à la Oui, conclusion. On parce compte. que moi-même, j'ai eu le Covid et j'ai été soigné à l'ivermectine tout de suite, Ah bah, et ça a duré 6 jours. Et je vous dis franchement que je ne suis pas médecin, mais ben, je le dis maintenant, tant pis, on me poursuivra, mais j'ai donné de l'ivermectine, même quelquefois avec les derniers sacrements. Les gens ne sont pas morts, voyez-vous. Et quelque temps plus tard, l'Institut Pasteur donnait un avis favorable, mais personne n'en a parlé ou très peu, pour dire que l'ivermectine pouvait, dans beaucoup de cas, effectivement éviter les situations graves de Covid. Voilà. Mmh. Alors, il y a des gens qu'on aurait pu soigner, surtout avec des personnes âgées comme moi, j'étais, bon, qu'est-ce que je risquais à prendre de l'ivermectine, hein? On m'aurait donné du paracétamol, j'aurais fini à l'hôpital, et avec l'inflammation qui fait que on m'aurait sans doute mis en coma pour m'intuber, ou on m'aurait fait une intraveineuse de Rivotril. Je confirme ce qu'a dit M. Mercier. Mmh. Moi, je l'ai entendu d'infirmière, parce qu'on ne nous laissait pas rentrer dans les EHPAD. Songez que ouais. même les gens qui demandaient les derniers sacrements, eh bien, on refusait aux prêtres l'entrée dans les EHPAD. Vous Ouais. rendez-vous? C'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est Et justement, terrible. je voulais en arriver à là, puisque ce que disait Éric Mercier est intéressant. C'est un coup d'essai, en fait, pour ce qui nous arrive et le monde dans lequel nous basculons. Et c'est à chaque fois un pas de plus. Et c'est à nous de réagir avant qu'on bascule complètement dans un monde qui a Oui, perdu il son faut humanité. réagir, Ouais. il faut réagir. Et je pense que tout de même, dans cette affaire du Covid, il ne faut pas qu'on considère qu'elle est terminée. Mmh. Parce qu'elle a un côté exemplaire, notamment avec le pouvoir qu'on peut donner à l'OMS ou à des grands, ou par ce biais-là, à des grands laboratoires. Nous savons très bien, ne sont pas, enfin, moi je suis curé, je ne suis pas enfant de cœur. Je sais très bien que la recherche, ça coûte très cher. Et qu'il faut que les laboratoires donnent de l'argent pour la recherche. Donc on crée. Bon, ça existe depuis toujours. Mais il ne faudrait pas, tout de même, que cette aide des laboratoires, qui est tout à fait normale parce qu'ils font de gros profits, donc il est normal qu'ils participent aussi à la recherche. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de mortifère, c'est-à-dire que ça aide à donner l'exclusivité à un produit qui ne fait strictement rien, ou pire, qui peut même peut-être causer des dommages collatéraux. Oui. Alors, Qui pourrait entraîner de voilà, nouveaux médicaments, et éventuellement. voilà, Qui alors pourrait... c'est la raison pour c'est la raison pour laquelle. Alors que, vous savez, l'ivermectine, ça fait 50 ans Mmh. qu'on l'a Mmh. pratiqué. Je peux vous dire aussi que les médecins qui ont été dénoncés, récemment, je me suis occupé d'un cas, il n'a pas, les poursuites ont cessé. On ne poursuit plus aujourd'hui quelqu'un qui est, enfin, en tout cas, aujourd'hui, des plaintes qui ont été déposées à ce moment-là n'ont plus de suite, parce qu'il y a quand même eu cette consultation de l'Institut Pasteur. Comme quoi, voyez-vous, il ne faut pas céder. Mmh. Et il ne faut pas considérer que l'affaire du Covid est classée. Ouais, ouais, Il ça, faut c'est au certain. contraire continuer. Moi, je félicite ce syndicat de travailler avec des avocats. Il ne faut pas donner à l'OMS ce pouvoir. Si vous savez, c'est l'histoire du docteur Knock. Hein, c'est Knock mondialisé. Mmh. Knock Voilà. qui disait, n'est-ce pas, la santé est un état précaire qui ne présage rien de bon. Hein, dit par Louis Jouvet, vous savez, on l'oublie jamais. Ouais. Quelque chose. Bon, mais oui, non, mais c'est ça qu'on est en train de dériver Ouais. cette fois-ci. Là, Knock, c'était sur une ville de province. Là, c'est sur la planète entière. Oui. Alors non. Et il faut aussi bien se dire, malheureusement, certains de nos parlementaires sont tellement heureux d'être dans leur situation qu'ils ne veulent pas risquer qu'une motion de censure fasse une dissolution de la Chambre et que ça remette en cause leur élection, parce que beaucoup ont été élus sur le fil du rasoir. Ouais. Alors, vous savez, bah oui, non mais ça aussi, il faut le dire. Eh oui. Le député, c'est une ambiguïté qui remonte jusqu'à la Révolution française. Le député, on dit qu'il est élu, il représente le peuple français. Il ne représente plus ceux qui l'ont élu.
Ben, ça, c'est une question qui nous a été posée par les Gilets jaunes. Elle était quand même pas mauvaise, cette question de représentativité. Hein. Alors moi, je veux bien qu'ils représentent le peuple français, et pas seulement ceux qui l'ont élu, mais ils représentent aussi ceux qui l'ont élu. Moi, j'ai connu l'époque, quand j'étais plus jeune, des réunions dans les préaux d'école où les députés venaient rendre compte de ce qu'ils avaient fait devant leurs électeurs. Comprenez? Ouais. Alors là, si on veut sauver la démocratie et si on veut pas que les problèmes se règlent dans la rue à coups de pavé, à coups de avec les casseurs, il y a intérêt à refaire jouer au Parlement le rôle qui lui est dévolu par la Constitution et ne pas traîner un Parlement croupion, béni oui, qui va accepter tout ce que le gouvernement lui proposera, parce que surtout il veut garder sa place et qu'au fond c'est pas si mal que ça d'être député et d'avoir les avantages qui vont avec. Alors que si l'Assemblée est dissoute, eh ben on remet en jeu une situation qui après tout n'est pas si mauvaise. Est-ce qu'il Voilà. veut garder sa place ou est-ce qu'il lui-même, finalement, a un projet de société qui n'est pas le nôtre, visiblement, qui n'est pas humain? Je ne vais pas aller jusqu'à diabolique, mais voilà. Je voulais aller parce que je Pour suis la désolée. majorité, non, écoutez, madame, vous savez, je connais bien le monde politique, Oui. vraiment. Je crois que beaucoup, malheureusement, n'ont pas tellement d'idées. Mmh. Ce qui compte, c'est Non. d'être sur ce siège Mmh. qui donne beaucoup d'avantages. Voilà. D'accord. Et c'est bien dommage parce on est passé, mais là aussi, Ouais. il fallait s'y attendre. Hein, à partir du moment où vous avez une mentalité générale qui est fondée, où la gouvernance des hommes est fondée sur le profit, comment voulez-vous que ça n'atteigne pas toutes les couches de la société? Alors, je Hein? voulais quand même Ça vous nous oui. atteindra même aussi dans l'Église, parce que l'Église ne vit pas dans une bulle. Hein, bon, voilà. Mmh. Et tout sera géré comme ça. C'est pour Oui. ça qu'il faut qu'il y ait un sursaut. Hein, il n'est jamais trop tard. Hein, il faut qu'il y ait un sursaut. On a souvent vu dans l'histoire de la France. Moi, je me suis replongé dedans parce que je viens de terminer. J'ai publié un livre sur les papes Saint-Augustin? et la Non. France de Clovis à De Ouais. Gaulle. Donc, vous Mmh. voyez, c'est une longue période. Hein. Bon, Ouais. et là, vous savez, la France, j'en a vu d'autres, et Oui, oui. ceux qui défendent l'être humain en ont vu d'autres. Mais il faut des sursauts. Mais il faut toucher le fond de l'horreur On pour on est pas justement. mal là, ouais. Et là, on y est. Là, on y est. Alors justement, je voulais Peut-être que juste pour certains, il en faudra un peu plus, mais enfin, on y est quand même. je sais, en plus, Père Vio, nous sommes jeudi saint et je pense qu'il faut que je vous libère assez vite, donc je voudrais pas traîner trop sur cette émission. Juste une dernière chose, parce qu'on parle de la société dans laquelle on s'installe. Et rappelez, on a parlé du point de vue santé, des EHPAD, de la mort forcée, de la mort forcée dès la naissance, enfin dès le fait, enfin dès l'embryon. Mais il y a aussi cette séparation entre la famille, enfin le fait de casser les liens. Et comme vous parliez du fait que vous ne pouviez pas vous-même rendre visite justement aux personnes qui étaient au seuil de la mort en EHPAD. Nous avons beaucoup donné la parole à des familles qui n'ont pas eu le droit de dire au revoir à leurs Ah, proches qui étaient malades, atteints du Covid, et en plus peut-être qu'on aurait pu soigner autrement, qui n'ont pas eu le droit de leur dire au revoir, qui n'ont pas eu le droit de les voir, qui ont été mises dans des sacs plastiques immédiatement, enfin ouais. des espèces de sacs Ouais. poubelles plastiques, vous appelez ça comme vous Ouais. voulez, et enterrés avant même, enfin s'ils ont été enterrés, parce que parfois, voilà, avant même que ce soit possible de leur faire un adieu. Ils n'ont pas eu le droit de leur donner Ouais. la main. Ouais. Ils n'ont pas eu le droit de leur Ouais. donner la main. Donc là, on est dans un truc, et tout ça au nom de la science. Ouais. On est dans un truc où la science a remplacé l'humanité, finalement. La science a pris tous les pouvoirs. Et c'est un drôle de mélange, science, eugénisme, économie, rentabilité, et tout ça se retrouve en fait dans cette logique-là. Je voulais vous donner la parole en dernier à vous deux là-dessus. Éric Mercier, si vous voulez commencer. Alors moi, je pense, parce que je suis dans l'espoir et aussi l'espérance, je pense qu'ils vont rater. Ça ratera, d'accord? D'abord parce qu'on va se battre, d'abord parce on va se mettre en face et on va stopper ça. Il y a aussi de belles histoires dans la tristesse. Moi, j'ai eu le témoignage d'un agent de soins, une dame qui voit une personne âgée en EHPAD en pleine période Covid qui est en train de décéder. Et elle sait qu'il va falloir la mettre dans un sac en plastique, elle va partir comme ça. Et elle fait quelque chose de compliqué. Elle va lui faire, je suis désolé, je suis un peu dans le concret, hein, mais elle va lui faire sa toilette mortuaire de son vivant. D'accord? C'est-à-dire 2-3 heures avant qu'elle décède. Parce que là, elle peut encore rentrer, elle est vivante. Et elle va lui mettre ses beaux vêtements.
elle va lui mettre ses belles chaussures, etc. Alors qu'à ce moment-là, cette petite grand-mère, elle est mal foutue, elle est pas bien. Faudrait la laisser tranquille, faudrait lui donner des médicaments pour la soulager. Eh bien, tant pis. Cet agent de soins qui est même pas diplômé, excusez-moi, je suis un peu ému par le souvenir du truc. Bref, elle va s'en occuper, elle va la faire toute belle. Et puis, bah, arrive ce qui arrive, cette dame décède de son Covid avec 0 traitement, abandonnée, mais au moins, elle se dit: «Ouf, bah, elle est pas partie toute nue ou en chemise de nuit, quoi». Mmh. Ces trucs-là, on va continuer à les mettre en avant, mais il y a aussi un autre parce qu'il y a des gens qui sont capables de réagir et qui ont pas de diplôme, Ouais. mais qui ont du cœur et qui souvent, parfois, sont pas croyants. Pour les catholiques, ça sera un peu plus facile parce que nous, notre décision, elle est toute nette. Pour les croyants en général d'autres religions, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais pour les gens athées, il y a des gens athées, vous verrez, qui refuseront de dire: «Alors comme ça, moi, je dois mourir, ça y est, vous avez fixé la date Bien à sûr. une heure précise. Mmh. Alors c'est quand? C'est mercredi prochain. Ah oui, parce que ah bah oui, c'est vrai. J'avais fait la même chose pour mes parents dans les années 2026-2027. C'est un peu logique que en l'an 2050 ou 2060, mes enfants fassent la même chose pour moi et me fassent partir à une heure acceptable en dehors des jours fériés pour les Mmh. éviter parce que là, ça cumule trop les décès. Pardon, les suicides organisés de masse pour la période de pont au mois de mai. Mmh. Non, je pense que faut être un peu raisonnable. Les gens vont refuser ça et les gens vont dire mais moi je finirai ma vie, bah, je ne sais pas quand, je sais pas comment, je ne sais surtout pas à quelle heure, j'ai pas envie de le savoir. Je respirerai jusqu'au bout et puis de façon Ouais. calme, apaisée, détendue, je partirai dans la lumière tout simplement Oui, et oui, c'est mais comme ça que ça va se Éric, faire c'est ce et que ça vous ne dites, sera pas mais ça, pour c'est faire quand on plaisir aux autres. réalise. C'est ça, c'est quand on réalise ce qui se passe. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est des personnes en blouse blanche qui vous ont dit non, vous n'avez pas le droit d'entrer parce que Oui, sinon vous allez tuer cette personne. Eh bien, vous respectez. Et après coup, moi, je connais toutes ces familles. Il y a eu des associations, Donne-moi c'est ta vrai. main, qui, qui, après coup, ce sont des familles, des mères, des fils qui ont réalisé qu'ils se sont fait avoir par ce discours Oui, «scientiste» entre guillemets. ouais, Allez, le mot de la c'est fin terrible. pour Pervio. Pervio, je vous laisse finir cette émission Oui. et peut-être si vous voulez ouvrir sur Jeudi Saint, puisque c'est ce jour aujourd'hui. C'est la fête du sacerdoce aujourd'hui, voyez-vous. Oui, Et le sacerdoce, il a été fondé par le Christ euh, comme signe de son salut, de son amour pour nous. Et nous savons qu'une des grandes occupations de Jésus, ça a été de guérir des malades et de ressusciter des morts. Il en a ressuscité quelques-uns. Donc, et puis de donner dans ses paroles une espérance sur la vie éternelle. Donc, Jésus, c'est la vie. Et le sacerdoce représente Jésus. Et moi, en tant que prêtre, un humble prêtre parmi les autres, je veux représenter la vie et la faire briller plus fort que d'habitude, particulièrement aujourd'hui, parce que nous sommes dans une ère de mort et dans un climat de culture de mort, comme disait Saint Jean-Paul II, et que le message premier de l'Église aujourd'hui, c'est d'être l'espérance de la vie, le combat pour la vie, et qui passe forcément, je suis obligé de le dire, par la dénonciation des forces de mort que je qualifie de diaboliques. Voilà. merci beaucoup Pervio et donc bonne fête à vous puisque c'est votre fête de cette façon-là et bon Jeudi Saint pour tous les catholiques. Merci à vous Éric Mercier aussi pour votre travail de terrain et celui que vous venez de nous expliquer aujourd'hui. Merci beaucoup, très belle émission. Merci à vous tous ici en direct de Toxin de nous suivre, d'aimer, de soutenir aussi ce genre d'émission. J'ai beaucoup apprécié. Eh bien c'est grâce à vous parce que vous êtes là tous les jours, qu'on peut faire nous ce genre d'émission. Donc si on peut continuer à travailler main dans la main, continuez donc à mettre vos pouces pour faire monter en référencement cette interview. Et puis parler de nous autour de vous, c'est toujours la mission. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez, les 5 € par mois pour nous faire tenir tout simplement. C'est pas plus que ça, c'est pour nous faire tenir et pour qu'on puisse passer le cap de l'année prochaine. Eh bien vous pouvez le faire également pour ceux qui en ont les moyens. Je vous remercie infiniment et je vous dis à 7h30 demain avec Nicolas Vidal.